Salut et bienvenue sur Beyondless Mind. Aujourd'hui, on va parler d'un argument vraiment à part. Pas un argument qui part du Big Bang, ni de la morale et ni du réglage fin de l'univers. Non. Là, on va parler d'un argument qui part d'une idée, d'un concept, et qui essaie à partir de ça d'arriver jusqu'à l'existence de Dieu. C'est ça, l'argument ontologique. Et je te le dis tout de suite, je ne vais pas le traiter comme une blague. Je ne vais pas faire la version facile du style, on définit Dieu et hop, il existe. Non. Je vais prendre la meilleure version de l'argument, je vais expliquer pourquoi des philosophes sérieux l'ont défendu, et pourquoi il reste impressionnant, et ensuite je vais expliquer pourquoi malgré ça je ne le suis pas. Mais avant ça, il y a un mot que je vais employer plusieurs fois dans la vidéo, donc autant le définir maintenant. C'est l'ontologie. Et très simplement, c'est la partie de la philosophie qui pose une question toute bête en apparence, qu'est-ce qui existe au juste ? Ou encore plus simplement, qu'est-ce qu'il y a dans le réel ? Quand on parle d'ontologie, on parle de ce qu'on accepte comme faisant vraiment partie du monde. Donc, quand je dirai plus tard qu'un argument n'a pas d'autorité sur mon ontologie, ça voudra juste dire que je ne pense pas que cet argument suffise à lui seul à décider de ce qui existe réellement. Et d'ailleurs, si le mot t'est encore un peu flou, je te recommande une très bonne vidéo de la chaîne Les Principes Talosiens qui explique ça en 5 minutes de manière très claire. Je mettrai le lien en description et dans le bouton i en haut à droite. Et tant que j'y suis, il faut que je dise un mot sur Jordan Howard Sobel. C'est un auteur que je cite régulièrement dans mes vidéos. Et son livre Logic and Theism a été vraiment primordial pour moi au moment où j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la philosophie de la religion. C'est un ouvrage immense, exigeant, parfois rude, mais d'une rigueur incroyable. Et je trouve ça important de le mentionner ici parce que ce mois-ci, ça fera 16 ans qu'il nous a quittés. Je ne peux donc que te recommander ce livre. Maintenant qu'on a posé ça, on peut avancer. L'idée de base, c'est à peu près celle-ci. Si Dieu est un être absolument parfait ou maximal, alors il ne peut pas exister de façon fragile, provisoire ou juste par accident. Un être vraiment maximal, si tu le poses comme nécessaire. Et donc certains philosophes disent que si un tel être est possible, alors il existe nécessairement. Et s'il n'existe nécessairement, alors il existe aussi dans la réalité actuelle. Dit comme ça paraît presque trop rapide. Mais justement, c'est aussi ce qui fait la force de l'argument. Il est très court, très condensé, et tout repose sur quelques mots-clés. Le débat ici ne porte pas sur des miracles, des témoignages ou des faits historiques, mais plutôt sur des questions beaucoup plus abstraites. Qu'est-ce qu'on appelle possible ? Qu'est-ce qu'on appelle nécessaire ? Est-ce qu'un concept peut vraiment nous apprendre quelque chose sur ce qui existe ? L'argument commence donc avec Anselme, passe par Descartes, se prend une critique majeure avec Kant, puis revient sous une forme plus technique dans la philosophie analytique moderne, notamment chez Malcolm et surtout Plantinga. Donc il faut être clair, on n'est pas devant une vieille formule pieuse, on est plutôt devant un argument retravaillé pendant des siècles. Je vais maintenant te donner la version la plus importante aujourd'hui dans le langage le plus naturel possible. L'idée est la suivante. Premièrement, Dieu est défini comme un être maximalement grand. Deuxièmement, un être maximalement grand, s'il existe, n'existe pas de manière contingente, il existe nécessairement. Troisièmement, donc si un tel être est possible, alors il existe dans au moins un monde possible. Quatrièmement, mais s'il existe nécessairement dans un monde possible, alors il existe dans tous les mondes possibles. Et enfin, donc, il existe aussi dans le monde actuel. Dit encore plus simplement, si Dieu est possible, alors Dieu existe. Et c'est précisément pour ça que l'argument impressionne autant. Parce qu'il est très court, très ambitieux, et qu'il a l'air d'obtenir énormément à partir de presque rien. C'est aussi pour ça qu'il peut donner l'impression d'un tour de magie. Mais en réalité, ce n'est pas de la magie, c'est plutôt une déduction qui dépend énormément d'une prémisse très précise. Et toute la discussion va se jouer là-dessus. Donc pour être clair, je vais le dire tout de suite, oui, cet argument est sérieux. Pas sérieux au sens où il va me convaincre, mais sérieux au sens où ce n'est pas un argument idiot. D'abord parce qu'il est logiquement propre, il ne cache pas ses cartes, on voit très bien ce qu'il faut accepter pour arriver à la conclusion. Ensuite parce qu'il force la discussion au bon endroit. Il oblige à parler de possibilité, de nécessité, de cohérence, et du rapport entre concept et réalité. Et enfin parce qu'il a été défendu par des philosophes de très haut niveau. Plantinga par exemple n'écrit pas une petite défense improvisée. On est dans de la métaphysique analytique sérieuse. Donc je refuse complètement l'idée qui consiste à dire que l'argument ontologique c'est nul et ça ne mérite même pas d'être lu. Non. Ça mérite d'être lu, ça mérite même d'être pris au sérieux. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est que mon problème avec l'argument ontologique n'est pas sa forme logique interne. Mon problème c'est la prémisse de possibilité. Parce qu'au fond, tout repose sur elle. Une fois que tu accordes la possibilité d'un être maximalement grand, tu as déjà fait une énorme partie du travail. Et c'est exactement ce que Sobel met en avant. Dans les arguments ontologiques modaux, la possibilité invoquée n'est pas une petite possibilité anodine.
Elle est déjà très lourde parce que dans la structure même de l'argument, cet être n'est pas possible sans être nécessaire. Autrement dit, la possibilité demandée est déjà très proche de la conclusion elle-même. Dit plus simplement, ici, possible, ce n'est pas juste dire « bon, pourquoi pas ». Ce n'est pas une petite étape neutre. Ici, dire que c'est possible, c'est déjà laisser entrer presque toute la conclusion. Et c'est exactement pour ça que cette prémisse est le vrai nœud du débat. Et là, selon moi, Sobel a l'un des meilleurs coups de scalpel de toute la discussion. Son idée est très simple, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'un concept est cohérent qu'il est possible. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'une idée n'a pas l'air contradictoire qu'elle décrit forcément quelque chose de réellement possible. Et Sobel dit très clairement que l'erreur centrale dans ce type d'argument, c'est de croire que la simple cohérence a priori suffit à établir la possibilité. Et pour rendre ça encore plus clair, il reprend une analogie célèbre empruntée à William Rowe, c'est celle du Magican. Alors là, dit comme ça, Magican, ce n'est pas naturel du tout en français. En gros, l'idée, c'est la suivante. C'est un mot bricolé à partir de magician, donc magicien en français, mais avec une définition qui fait déjà entrer l'existence dans le concept. Comme si en français, je parlais d'un magicien qui existe déjà, en un seul mot. Ce n'est pas un joli mot et justement, c'est fait exprès. Parce que le but est de montrer le problème suivant. Si je construis un concept en y glissant déjà quelque chose comme l'existence réelle, je ne peux pas ensuite dire tranquillement « bon, ce concept n'est pas contradictoire, donc il est possible ». Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, la possibilité de l'objet impliquerait déjà qu'il existe réellement. Et encore une fois, Sobel dit que c'est exactement le problème ici. La simple cohérence du concept d'un être maximalement grand ne suffit pas à établir sa possibilité, parce que cette possibilité entraîne déjà presque toute la conclusion. Donc le point à retenir est très simple, un concept sans contradiction, ce n'est pas encore une possibilité réelle. Et dans le cas de l'argument ontologique, c'est encore plus clair. Parce que la possibilité qu'on te demande d'accepter entraîne déjà presque tout. C'est là pour moi que l'argument commence à perdre sa force. Là aussi, il faut être un peu plus exact. Plantinga ne présente pas son argument comme une preuve irrésistible qui forcerait n'importe qui à devenir théiste. Toujours dans le même ouvrage de Sobel, Logic and Theism, Arguments for and Against Beliefs on God, il rappelle au contraire que Plantinga reconnaît lui-même que dans sa meilleure forme, l'argument pose plus de questions pour quelqu'un qui attend justement une preuve. En gros, quelqu'un qui n'accepte pas déjà la possibilité d'un être maximalement grand n'acceptera pas spontanément la prémisse de départ. Donc la bonne façon, selon moi, de présenter Plantinga, c'est plutôt celle-ci. Au mieux, son argument ne prétend pas démontrer le théisme une bonne fois pour toutes, il prétend montrer que cette croyance peut être rationnellement acceptable. Et c'est précisément là que Sobel contre-attaque. Même cette version affaiblie lui paraît aller trop vite. Le fait qu'un concept soit cohérent ne suffit toujours pas à rendre rationnelle l'acceptation de sa possibilité. Donc là encore, on est loin d'une preuve contraignante. Dans mon cadre, je n'accorde pas à la modalité globale ce pouvoir-là. Je peux parler de possibilités localement, dans des modèles, dans des théories, des contrefactuels, ou encore dans la pratique scientifique, mais je refuse qu'on transforme ça en grande autorité métaphysique capable de décider à elle seule de ce qui existe réellement au niveau fondamental. Or, l'argument ontologique a besoin exactement de ça. Il demande qu'une possibilité métaphysique très lourde, déjà presque collée à la nécessité, soit acceptée comme point de départ. Et c'est précisément le genre de choses que je refuse. Donc mon rejet est simple, je ne nie pas la sophistication de l'argument, je ne nie pas non plus sa validité conditionnelle, mais je nie plutôt qu'il y ait une certaine autorité sur mon ontologie. Ce n'est pas un rejet de mauvaise foi, mais plutôt un rejet de cadre. Et c'est là que Graham Hopi devient utile. Notamment dans son ouvrage The Best Argument Against God, Hopi explique qu'une comparaison sérieuse entre théisme et naturalisme doit se faire à partir de vertus théoriques comme la simplicité, l'ajustement aux données, la portée explicative et la fécondité prédictive. Et sur ce terrain, l'idée est assez claire. À données égales, on préfère la théorie qui postule moins d'entités primitives, moins de propriétés primitives et moins de principes primitifs. Pour lui, le naturalisme part avec un avantage de simplicité sur le théisme. Donc même si l'argument ontologique est élégant, la vraie question reste, est-ce qu'il montre vraiment que le théisme surpasse le naturalisme comme théorie générale du réel ? Et pour moi, la réponse est non. Parce qu'il ne m'apporte aucune nouvelle donnée, il ne m'aide pas à mieux coller au monde empirique, mais il me propose surtout un passage a priori, donc une possibilité modale très lourde jusqu'à une conclusion ontologique. Et ce passage, je ne l'achète pas. Donc même si je reconnais l'intérêt logique de l'argument, je ne vois pas en quoi il permet au théisme de battre un naturalisme plus sobre. Cette vidéo, comme les précédentes sur les arguments du théisme, je l'ai fait parce que je pense qu'on perd beaucoup trop de temps à répondre aux mauvaises versions des arguments. Si on veut être sérieux, il faut prendre les meilleures versions.
Il faut aussi reconnaître quand un argument est fort, et ensuite dire précisément où est-ce qu'on n'est pas d'accord. Il ne s'agit ni de caricaturer ni d'esquiver, et encore moins de simplifier à outrance un débat qui est en réalité plus subtil. Et l'argument ontologique est parfait pour ça parce qu'il montre qu'un désaccord profond ne porte pas forcément sur la logique brute, mais sur le cadre métaphysique qu'on accepte. Si je devais résumer toute la vidéo en quelques phrases, je dirais que l'argument ontologique dit qu'en gros, si un dieu maximal est possible, alors il existe nécessairement. C'est un argument sérieux, historiquement important et philosophiquement respectable. Mais son point faible central, c'est que tout repose sur une possibilité métaphysique très forte. Or, comme le montre Sobel, la cohérence d'un concept ne suffit pas à établir sa possibilité réelle, surtout quand cette possibilité entraîne déjà pratiquement l'existence. Et d'un point de vue comparatif, un argument purement a priori ne suffit pas à lui seul à montrer que le théisme surpasse un naturalisme plus simple comme théorie générale. Donc mon rejet, encore une fois, ce n'est pas de dire que cet argument est ridicule, mais plutôt que cet argument ne me contraint pas dans mon ontologie, ou dans ma conception du réel si tu veux. Et au fond, c'est ça que je trouve intéressant. Même quand un argument ne me convainc pas, il peut avoir une vraie valeur philosophique parce qu'il m'oblige à clarifier ce que j'accepte, ce que je refuse et pourquoi. Et ça, c'est déjà énorme. Parce qu'une pensée sérieuse, ce n'est pas une pensée qui évite les arguments difficiles, mais plutôt une pensée qui les affronte proprement. Merci d'avoir suivi, c'était Nocto, et encore une fois, bienvenue sur Beyond Less Mind.